Senator Bill Cassidy is pitching an alternative to extending the extra Obamacare subsidies that are set to expire at the end of the next month. But some policy experts say his plan won't help those with high premiums. Join us right now with the details is Senator Bill Cassidy. He is the chairman of the Health, Education, Labor and... À 11h10 du matin, une courte phrase a fait trembler l'Assemblée plénière de la Chambre des représentants des États-Unis. Ce n'est pas normal. Ces mots, prononcés par Jim McGovern, démocrate expérimenté membre du comité des règles, ont frappé les républicains comme un coup de tonnerre. L'effet a été immédiat. Les visages jusque-là calmes et au sein des conservateurs ont laissé place à la stupéfaction, à l'incrédulité, à la confusion. Au fond, tout le monde savait. McGovern connaissait mieux que quiconque les coulisses et les rouages cachés de la Chambre. S'il signalait une erreur, c'est qu'il y avait une erreur réelle, grossière, embarrassante, et plus encore, une erreur révélatrice. Là, sous les projecteurs, il est devenu évident que le président de la Chambre, le républicain Mike Johnson, ne comprenait même pas en profondeur les mécanismes qu'il était censé maîtriser. Il était en train d'apprendre, en direct par un démocrate, comment faire fonctionner l'institution qu'il avait juré de diriger. Ce n'était pas seulement un faux pas procédural, c'était un effondrement symbolique. Et ce qui rendait cela encore plus grave, c'était le contexte. Il s'agissait d'un projet de loi gigantesque, accéléré à la demande de Donald Trump, qui voulait le voir approuvé avant le 4 juillet. Une urgence artificielle, imposée par la vanité et le calcul politique. Dans la précipitation, le Parti républicain a bafoué ses propres rites et a soumis à l'Assemblée plénière un texte entaché d'une erreur structurelle qui éliminait le seul dispositif permettant de faire marche arrière en cas de défaite. Sans s'en rendre compte, ils ont créé un piège et se sont retrouvés pris au piège. Pendant plus de 11 heures, la majorité républicaine est restée paralysée, sans alternative. Corriger le problème aurait signifié reconnaître publiquement son incompétence totale. Et le plus douloureux, l'erreur était une erreur de compréhension élémentaire, digne d'un stagiaire mal préparé. Le dispositif manquant empêchait le parti d'interrompre le processus législatif, même lorsqu'il était devenu évident que la proposition serait rejetée. C'était comme entrer dans une impasse, fermer la porte derrière soi, et jeter la clé. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, la vérité s'est imposée de manière brutale. Trump n'avait pas suffisamment de soutien. Mike Johnson n'avait pas suffisamment de soutien. Le Parti républicain n'avait pas suffisamment de soutien. Le projet parrainé par l'ancien président se dirigeait vers un effondrement public. Et la tension s'est propagée, atteignant la Maison-Blanche. La solution improvisée, par le biais d'un amendement, a été accueillie avec scepticisme et rejet. McGovern, avec la fermeté qui le caractérise, a posé la question qui trottait déjà dans l'esprit de millions d'Américains. Si ces dirigeants ne sont même pas capables de rédiger correctement le texte d'une clause, comment peuvent-ils mener à bien un projet de plus de 870 pages, truffé de pièges et d'omissions ? La question a plané sur l'Assemblée comme une accusation silencieuse. Mais les démocrates ne se sont pas arrêtés là. Profitant de la faille révélée, ils ont tenté d'inclure des amendements protégeant Medicaid et le programme alimentaire connu sous le nom de SNAP. Des amendements directs, humains, axés sur la survie de millions de familles. La réponse des républicains? Ils les ont toutes rejetées. Une par une, ils ont refusé le droit à l'alimentation aux plus pauvres. Ils ont refusé l'assistance médicale aux plus fragiles. Chaque refus avait un visage. Chaque vote contre représentait un enfant qui allait se coucher le ventre vide. Une personne âgée, sans soins, une mère qui verrait ses enfants malades et son garde-manger vide. Jim McGovern est revenu au micro pour rappeler ce qui était en jeu. Il a mentionné que plus d'une centaine de démocrates avaient plaidé en faveur d'une simple modification qui sauverait les programmes. Il a rappelé que rien qu'en Caroline du Nord, 142 000 citoyens perdraient, partiellement ou totalement, leurs prestations. Il a mentionné 5 hôpitaux ruraux menacés de fermeture.
Malgré cela, la majorité républicaine est restée inflexible, bloquant toute tentative de sauvetage. Face à cette situation, la députée Alexandria Ocasio-Cortez est montée à la tribune pour prononcer un discours direct. Elle a dénoncé les mensonges de Donald Trump, qui avait garanti que le projet n'affecterait pas Medicaid. Sans détour, elle a dit ce que beaucoup pensaient. Soit il était mal informé, soit il mentait délibérément. Elle a détaillé les véritables effets du texte. Elle a clairement affirmé que le projet entraînerait la plus grande réduction des dépenses de santé publique de l'histoire américaine, laissant plus de 17 millions de personnes sans couverture. Et il ne s'agissait pas d'immigrants en situation irrégulière ou d'individus en marge du système. Il s'agissait de citoyens ordinaires, de travailleurs, de retraités, de familles entières poussées dans la misère par un gouvernement qui les traitait comme des déchets. Ocasio-Cortez, qui a déjà connu la réalité de dépendre des pourboires, a dénoncé une autre perversité du projet. L'augmentation des impôts pour ceux qui gagnent moins de 50 000 $ par an. Tandis que les milliardaires restaient blindés et intouchables. Elle a mis les républicains au défi d'affronter leur propre communauté et d'expliquer pourquoi ils ont renoncé à la santé et à la dignité populaire en échange d'avantages pour les ultra-riches. Elle a qualifié le projet de pacte démoniaque et elle n'a pas exagéré. C'était exactement cela, un marché cynique pour vider la classe moyenne et enrichir encore plus des personnalités comme Elon Musk et les détenteurs du grand capital. Le député Jamie Raskin, avec son acidité caractéristique, est allé plus loin. Il a réécrit le préambule du projet avec sarcasme et en a exposé l'absurdité. Au lieu de « nous, le peuple », il a utilisé « nous, les milliardaires ». Au lieu de rechercher le bien commun, le texte encourageait la maladie, l'endettement et la concentration du pouvoir entre les mains de personnes qui ne représentent personne d'autre qu'elles-mêmes. Et quelle a été la réaction de Donald Trump face à l'effondrement? Comme toujours, un spectacle. Au lieu de corriger le cap, il a fait preuve de confiance. Il a invité 13 parlementaires à une séance photo dans le salon ovale, a distribué des cadeaux autographiés, a posé avec des sourires vides, et s'est comporté comme si le sort de millions de personnes n'était pas en jeu. Pendant ce temps, des députés qui avaient auparavant exprimé des doutes sur le projet ont commencé à le défendre avec des discours embarrassants. L'un d'eux a déclaré, d'un ton pathétique, que nous ne sommes pas des lâches, essayant de dissimuler sa capitulation morale derrière des fanfaronnades. Derek Van Orton, représentant de l'État du Wisconsin, a tenté de justifier sa position en affirmant représenter 800 000 personnes, ignorant le fait qu'il ne profitait qu'à un milliardaire de sa circonscription, tout en laissant 150 000 électeurs sans assistance. Un par un, les républicains se sont démasqués, et les démocrates n'ont pas manqué l'occasion. Ils ont commencé à désigner les responsables. Ils ont cité les circonscriptions, les votes, les conséquences. Ils ont transformé chaque soutien au projet en une marque d'infamie dont il faudra se souvenir lors des élections de 2024. Ils savaient que le peuple était attentif. Ils savaient que la douleur causée par ces votes aurait des visages, des noms et des représailles politiques. Il n'y avait aucune excuse technique. Il n'y avait aucun moyen de blâmer l'autre camp. La vérité était indéniable. Le vote n'a pas été reporté à cause de l'obstruction des démocrates. Il a été reporté parce que les républicains n'étaient pas prêts, parce qu'ils ont été pris en flagrant délit, parce qu'ils étaient tellement obsédés par les caprices de Trump et les intérêts des milliardaires qu'ils n'ont même pas pris la peine de revoir le texte lui-même. Et ce n'était pas seulement une erreur de procédure, c'était un effondrement éthique. Et les États-Unis ont tout vu, en direct, sur une chaîne nationale, sans montage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous pensez que ce genre de vérité doit circuler, laissez votre like maintenant. Cela permettra à la vidéo d'atteindre davantage de personnes qui en ont également assez d'être manipulées. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant. Ici, nous mettons en lumière ce qu'ils veulent garder dans l'ombre. Votre présence ici fait toute la différence, et ce n'était que le début.
Ce qui s'est passé lors de cette séance plénière n'était pas simplement une erreur bureaucratique, c'était la mise à nu brutale d'un système législatif à la dérive, mu par des pressions politiques précipitées, par un culte aveugle de Donald Trump et par un fossé toujours plus grand entre les parlementaires républicains et la réalité concrète des citoyens ordinaires. Lorsque la base conservatrice s'est rendue compte qu'elle avait livré sur un plateau à l'opposition une justification légitime pour invalider l'ensemble du projet de loi, il était déjà trop tard. La tentative de contenir les dégâts s'est traduite par des discours enflammés, des ironies creuses et des attaques nerveuses, des réactions désespérées de ceux qui avaient perdu le contrôle du récit devant les caméras. Mais l'image de l'échec était déjà immortalisée. La couverture médiatique a été continue. Des experts en droit et en politique ont souligné les lacunes flagrantes du texte législatif. Des techniciens ont attiré l'attention sur les dangers opérationnels contenus dans les passages mal formulés. Et surtout, le public, celui qui paie des impôts, dépend des politiques publiques et soutient les coûts de la machine, a tout vu, sans maquillage, sans intermédiaire, sans filtre. Il a vu l'ampleur de l'irresponsabilité de ceux qui prétendent agir en son nom. La crise n'a fait que s'aggraver à mesure que le contenu de la proposition circulait en détail. Des sites indépendants, des plateformes numériques et de grands médias ont commencé à dévoiler les impacts concrets de ce que le groupe parlementaire républicain, sous les ordres de Trump, voulait approuver à un rythme accéléré. Il est devenu indéniable que les coupes dans Medicaid n'étaient ni ponctuelles ni urgentes. Il s'agissait d'une décision stratégique, démanteler le système de santé publique en tant que droit constitutionnel et le transformer en un privilège instable, soumis à des critères politiques. Près de 17 millions de citoyens américains allaient perdre l'accès à leur couverture santé, non pas pour cause de défaut de paiement, non pas à cause de défaillance du système, mais parce que le gouvernement avait délibérément choisi d'exclure ces personnes du pacte minimal de soins. La cruauté s'est accrue avec les coupes dans le SNAP, le programme d'aide alimentaire. Environ 42 millions de citoyens, dont des enfants, des personnes âgées et des travailleurs pauvres, seraient directement touchés. Les images d'étagères vides, de files d'attente dans les banques alimentaires et de familles désespérées ont fait à nouveau la une des journaux. Non pas comme une hypothèse future, mais comme une réalité sur le point de se répéter. C'était une tragédie sociale avec la signature des institutions, un démantèlement autorisé, approuvé par une classe politique de plus en plus déconnectée de la base qu'il avait élue. Et comme si cela ne suffisait pas, alors qu'il supprimait les droits des plus vulnérables. Ces mêmes membres du Congrès se précipitaient pour maintenir intactes les exonérations fiscales de plusieurs milliards, accordées à ceux qui se trouvent déjà au sommet de la pyramide économique. La contradiction était grotesque. Alors que les parents luttaient pour se nourrir, les magnates bénéficiaient d'avantages fiscaux. Alors que les cliniques populaires fermaient leurs portes, les propriétaires de jets privés célébraient de nouveaux avantages fiscaux. Le Congrès était devenu le théâtre explicite d'une inégalité institutionnalisée. Et le rôle de Trump dans cette histoire n'était pas celui d'un leader préoccupé, c'était celui d'un incendiaire. Au lieu de limiter les dégâts, de corriger le cap ou d'écouter les avertissements, il a intensifié le chaos avec des déclarations provocantes, la manipulation émotionnelle de sa base et des mises en scène médiatiques qui ressemblaient de plus à une émission de télé-réalité qu'à la responsabilité d'un État. La visite des parlementaires républicains au salon Oval est devenue virale, comme une blague nationale. Ils étaient là, ces représentants élus, souriant comme des fans en quête de cadeaux, de casquettes dédicacées et de selfies. Ce n'était pas de la diplomatie politique, c'était de l'enchantement stratégique. Trump utilisait son charisme toxique comme une arme. Il transformait l'ego des membres du Congrès en monnaie d'échange. Il promettait des postes, des événements, de l'accès, tout cela en échange d'une obéissance absolue. Et le plan a fonctionné. Beaucoup de ceux qui avaient initialement émis des réserves sur le contenu du projet ont reculé. Ils se sont soumis.
Ils ont commencé à répéter sans variation les discours officiels préparés par les conseillers du gouvernement. L'authenticité a disparu, l'indépendance parlementaire s'est évaporée, la représentation populaire est devenue une caricature. De l'autre côté, les démocrates ont durci leur position. Il était temps de faire plus que protester. Il était temps d'enregistrer, de noter les noms, de traduire les décisions en visages, en territoires et en statistiques. Chaque vote contraire à la santé et à l'alimentation est devenu la cible d'une dénonciation nominative. Ils ont cité des cas concrets. Ils ont rappelé que Rob Brehan représentait une région où 30 000 personnes perdraient leur accès à Medicaid. Que Scott Perry aurait 40 000 familles directement touchées par la réduction du SNAP. C'était une offensive chirurgicale, sans abstraction, sans excuse. La polarisation ne s'est pas limitée à la Chambre. Au Sénat, la bataille a été encore plus claire. Les démocrates ont présenté un amendement simple, augmenter les impôts uniquement sur les revenus supérieurs à 10 millions de dollars par an. Une mesure qui n'aurait touché qu'une infime minorité de citoyens. La proposition, qui aurait ramené la fiscalité au niveau de l'époque de Bill Clinton et Barack Obama, a été rejetée sans débat. Les républicains ont préféré protéger les ultra-riches plutôt que de renoncer à un seul point de pourcentage. Le rejet n'était pas motivé par la prudence économique. Il était motivé par un dogme idéologique. Une position claire entre les privilèges des millionnaires et la survie de la majorité. Les détenteurs du pouvoir ont fait leur choix. Et le bruit des votes, ce jour-là, était plus que bureaucratique. Il a sonné comme une alarme, comme un appel à la conscience nationale. La politique américaine revenait à un modèle médiéval de caste, où quelques-uns ont tout et beaucoup n'ont rien. Et le texte que Trump poussait pour qu'il soit approuvé révélait sa véritable essence. Une plateforme de concentration des revenus, de militarisation fiscale, de destruction de la cohésion sociale. Un projet visant à afficher sa force, même au prix de la dignité de millions de personnes. Un trophée pour alimenter son culte de la personnalité. À l'extérieur, l'indignation s'est répandue comme une traînée de poudre. Associations civiles, médecins, enseignants, syndicats, églises, parents, patients, tous ont commencé à se manifester. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux de partage de témoignages émouvants. De parents qui dépendaient du SNAP pour nourrir leurs enfants. De femmes qui utilisaient Medicaid pour traiter leur cancer. De travailleurs qui faisaient face à des maladies chroniques avec l'aide de l'État. Et maintenant, ils étaient tous sur le point d'être abandonnés. Pourtant, les républicains continuaient à prétendre qu'ils agissaient pour le bien de la nation. Ils parlaient de réduction des dépenses, tout en approuvant des amnisties fiscales pour les conglomérats. Ils évoquaient la méritocratie, tout en ignorant les barrières structurelles qui empêchent des millions de personnes de rivaliser à armes égales. Ils promettaient la justice, tout en perpétuant les injustices. Trump, protégé par son appareil de diversion, continuait à se poser en héros. Il ignorait solennellement le fait qu'il était directement responsable de l'effondrement. C'est lui qui a imposé le calendrier. C'est lui qui a exigé la précipitation. C'est lui qui a méprisé les audiences publiques, les analyses techniques et les suggestions d'amélioration. Cette erreur de procédure a mis en évidence une blessure plus profonde, la faillite éthique d'un leadership qui ne gouverne plus pour le peuple, mais pour lui-même. Et les démocrates, attentifs, ont compris qu'ils étaient face à une occasion rare. Un moment de rupture, une chance de reconnecter la politique à la vérité. Ils ont vu que la société était en alerte, qu'il y avait une soif de justice, que le peuple voulait être écouté, et que peut-être, avec du courage, il serait possible de reconstruire un véritable pacte. Mais ils ont également compris que le changement exigerait plus que de l'indignation. Il faudrait de la participation, de la mobilisation, un vote éclairé, une présence active et surtout de la mémoire. Car ce qui s'est passé dans cette salle plénière ne peut être balayé sous le tapis. Il faut s'en souvenir, l'enregistrer, l'emporter aux urnes. L'histoire n'est pas seulement écrite par les actions, mais aussi par les silences.
par les absences, par les noms qui ont croisé les bras pendant que le pays saignait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous sentez que quelque chose ne va pas, que ce modèle ne vous représente pas. Alors commentez ci-dessous. Je ne me sens pas représenté, mais je ne vais pas rester silencieux. Copiez, collez, laissez votre marque. Chaque commentaire est une graine de résistance. Chaque mot écrit est un pas vers un pays plus juste. Et peut-être que c'est précisément votre voix qui marquera le début du changement. Le silence qui régnait dans l'hémicycle après l'échec du vote n'avait rien de paisible. C'était le silence gênant de la honte, de l'exposition publique, de la constatation que la scène du pouvoir était devenue un spectacle d'impréparation. Chaque parlementaire républicain, assis là, savait qu'il avait été démasqué. Il savait que l'image de compétence qu'ils avaient tant essayé de maintenir s'était effondrée aux yeux de toute la nation. Il n'y avait plus d'arguments capables de dissimuler l'erreur, l'amateurisme, la soumission aveugle aux intérêts de Trump et des milliardaires qui financent et dictent son agenda. Beaucoup sont rentrés précipitamment dans leur état d'origine. Essayant de minimiser les dégâts, ils ont rédigé des communiqués génériques, cherché des excuses fragiles, attribué l'échec à leurs subordonnés, à l'opposition, voire à des problèmes techniques d'impression. Mais la vérité avait déjà éclaté, et une fois révélée, elle ne retourne pas dans l'ombre. Elle circule, elle se répand. La presse locale a commencé à poser des questions qui ne pouvaient plus être ignorées. Des citoyens ordinaires se sont présentés à des audiences publiques avec des pancartes à la main, l'indignation sur le visage, avec des questions qui ne peuvent plus être laissées dans les coulisses. La crise institutionnelle a débordé de l'hémicycle vers les quartiers, des gros titres vers les conversations familiales. Et avec cela, quelque chose de nouveau a commencé à germer. Un élan populaire qui n'obéit à aucun parti. Un soulèvement né de la survie. Des personnes de croyances, d'histoires et de régions différentes ont commencé à se demander comment nous en étions arrivés là. Comment est-il possible qu'au XXIe siècle, le gouvernement fédéral envisage de réduire l'accès à la nourriture et à la santé, tout en préservant les privilèges d'une minorité millionnaire? Comment accepter que le Congrès échoue à protéger les enfants malades, mais ne manque jamais de protéger les héritages? Comment expliquer que ceux qui parlent de liberté sont les mêmes qui tentent d'emprisonner le peuple dans la pénurie? Cette inquiétude collective a commencé à éroder le vernis de la rhétorique républicaine. Les discours tout faits, qui auparavant convainquaient facilement, semblaient désormais vides de sens. Les discours sur la responsabilité fiscale étaient accueillis avec méfiance, par ceux qui doivent payer leur gaz en plusieurs fois ou économiser sur leurs repas. La défense de la méritocratie ne tenait plus face à des salles de classe affamées et des couloirs d'hôpitaux bondés. Et dans ce contexte, Donald Trump a cessé d'être une simple figure controversée pour devenir le symbole d'un modèle de gouvernement insensible, concentré et autoritaire. Le document débattu au Congrès n'était pas seulement un document technique mal rédigé. Il reflétait le mode de fonctionnement du Trumpisme, la précipitation au lieu de la planification, le spectacle au lieu du dialogue, la brutalité déguisée en efficacité. Une politique où l'empathie est considérée comme une faiblesse, où les plus riches sont traités comme intouchables et les plus pauvres comme jetables. La colère de Trump, lorsqu'il a appris que son projet avait été publiquement démoralisé, n'était pas un événement isolé. Elle reflétait un schéma récurrent, l'incapacité à gérer les limites, à gérer la vérité, à gérer la perte de contrôle. Cette fois-ci, il a perdu le contrôle du récit. Il a perdu le monopole de l'intrigue. Il a même perdu la confiance de sa base électorale, qui a commencé à se demander s'il valait vraiment la peine de suivre quelqu'un prêt à pousser des millions de personnes dans l'abîme, au nom du profit d'une poignée d'individus. Et lorsque même ses partisans commencent à douter, aucune casquette signée, aucune pause dans le bureau ovale ne peut réparer ce qui a été brisé. La fissure s'est formée et elle s'étend. Les démocrates l'ont compris et ils ont commencé à agir avec précision.
Ils ont abandonné les discours génériques et sont passés à l'action calculée. Sous la houlette de personnalités telles que Jim McGovern, Alexandria Ocasio-Cortez et Jamie Raskin, ils ont compris que le moment exigeait plus que des dénonciations. Il exigeait de la persévérance. Il exigeait une stratégie. Et surtout, il exigeait du courage. Du courage pour défier un système de désinformation qui brasse des milliards. Du courage pour pointer directement du doigt les coupables. Du courage pour dire que le roi est nu et que c'est le peuple qui paie la note. Ils ont commencé à cartographier les districts les plus touchés, à relier chaque vote au Congrès à son impact réel sur les familles. Ils ont montré, avec des données et des visages, l'ampleur des dégâts. Ce n'était plus une dispute partisane. C'était une dispute pour la vie, pour la dignité. Et grâce à ce lien direct avec le quotidien des gens, ils ont construit un nouveau langage politique. Un langage qui parle de chair, d'os, d'urgence. Un langage qui dit clairement: ceux qui votent contre votre nourriture, contre vos médicaments, contre vos enfants, ne méritent pas votre soutien. La réponse du gouvernement Trump a suivi le scénario habituel. Réactions agressives, accusations génériques, tentatives de détourner l'attention vers des questions superficielles, attaques contre la presse. Mais aucune de ces manœuvres n'a suffi à endiguer la vague d'informations. Car lorsque la vérité s'enracine dans l'expérience concrète de la population, elle s'épanouit d'elle-même. Elle n'a pas besoin de porte-parole, il suffit de regarder autour de soi. Et la vérité était dévastatrice. Le projet représentait une tentative froide et calculée de sacrifier la population la plus vulnérable pour garantir les privilèges des ultra-riches. C'était plus qu'une proposition technique, c'était une déclaration idéologique, un manifeste de mépris institutionnel. Un signe que le gouvernement ne considère pas le peuple comme un sujet de droit, mais comme un obstacle à gérer. Et lorsque cela est révélé en prime time, devant les caméras, avec chaque détail exposé par des parlementaires qui ont encore un engagement public, il n'y a plus de retour en arrière. Maintenant, c'est ce que vous, citoyens, contribuables, pères, mères, jeunes, personnes âgées, allez en faire. Aussi lointain que cela puisse paraître, tout cela traverse votre quotidien. C'est dans les centres de santé, c'est dans les cantines scolaires, c'est dans le montant de la facture d'électricité, c'est dans ce qui reste ou ne reste pas à la fin du mois. C'est dans le choix entre payer le loyer ou acheter des médicaments. C'est dans votre poche et dans votre cœur. Et vous disposez, oui, d'un outil puissant. Vous pouvez partager, vous pouvez le commenter, vous pouvez transformer ce contenu en matière à discussion, à décision, à changement. Car tandis qu'ils essaient de vous convaincre que vous n'êtes qu'un spectateur, la vérité est que vous pouvez tout faire. Cela peut se transformer en vote. Vous pouvez devenir une idée, vous pouvez devenir une direction. Mais cela commence par un geste, par un choix. Si cette dénonciation vous a permis de voir ce qui se cache derrière les coulisses du Congrès, alors inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, nous n'avons aucun engagement envers un parti, ni aucun intérêt caché. Ici, nous enquêtons. Ici, nous montrons ce qu'ils essaient de cacher, et vous en faites partie. Il n'est plus temps de se contenter d'observer, il est temps d'agir, de participer, d'occuper la place qui vous revient de droit. Parce que la politique n'est pas une question d'acronyme, elle concerne les personnes, elle concerne la justice, elle concerne l'avenir. Et si ceux qui sont au pouvoir l'ont oublié, alors nous allons le leur rappeler, chaque jour, avec chaque vidéo, avec chaque voix, jusqu'à ce que plus personne n'ose ignorer la force de ceux qui construisent réellement ce pays. Si vous en avez assez d'être traité comme si vous étiez invisible, cet espace est le vôtre. Aimez, commentez, partagez, parce que votre voix compte, votre présence transforme, et ensemble, nous pouvons aller bien plus loin qu'ils n'osent l'imaginer.